Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Cavaliers 2024? Alors, c'est peut-être une des raisons, hein, c'est 113.0 en fait. Ouais. C'est la PSA de Darius Garland, c'est-à-dire 1.13 points marqués par tir pris. C'est ça. PSA, c'est point par shot attempt, donc les points par tir, littéralement. Ouais. Et pourquoi cette stat? Parce qu'elle est en baisse assez nettement par rapport aux 2 saisons précédentes, où il était à 1.16 et un peu plus de 1.17. Donc 1.13, pour donner une idée, hein, c'est le 40e percentile pour son poste, donc meneur. Donc c'est en dessous de la moyenne. Si on regarde un peu par mois, enfin en faisant une courbe sur la saison, Ouais. c'est vraiment en baisse dans la fin de l'année. En fait, quand il revient de blessure, donc je crois qu'il s'est fracturé la mâchoire, il me semble. Tout à fait, ouais. Et ça se voyait quand il est revenu, et ça se confirme dans les stats, notamment de tirs pris près du cercle et surtout de lancer franc. Ouais. Ça se voyait qu'il était mal à l'aise dans les drives et dans la puissance physique, parce que je crois qu'il a perdu du poids, notamment pendant sa blessure, parce que quand on a une mâchoire fracturée, j'imagine que c'est plus compliqué pour manger. Et que... Mécaniquement, hein. Pareil, voilà. Ouais. Après, ça pose pas de problème quand t'es monsieur, madame, tout le monde comme nous, mais quand t'es athlète de haut niveau, je suppose que c'est plus un problème, ouais, en effet. Et alors je sais plus où j'ai fichu ces stats, je suis pas sûr de les avoir notés en fait, mais je crois qu'il passe de 5 lancers francs par match à 2 après sa blessure, donc il y a une vraie grosse différence. Et en play-off, moi ça m'a frappé de voir que, enfin, il semblait complètement confus, enfin on sentait quelqu'un qui était pas du tout à l'aise. D'ailleurs en play-off, il est à moins 11,6 de on-off, donc l'équipe est à un net rating 11.6 points supérieur quand il n'est pas sur le terrain. Ouais. Ce qui est quand même inquiétant quand tu es le meneur titulaire. Et All-Star, hein, puisque Garland a été All-Star une fois. Donc je pense que c'est quand même une des raisons, c'est les difficultés de Garland, qui a fait une très mauvaise saison, faut le dire. Ensuite, quand on regarde dans le détail de la réussite par zone de tir et tout, on peut se dire que c'est peut-être pas si inquiétant, au sens où c'est peut-être dû à la blessure et aussi à une baisse à 3 points. Et la baisse à 3 points, on sait que pour que ça se stabilise et que ça soit vraiment valable comme échantillon, il faut beaucoup de shoots pris. Donc ça peut être juste que, du point de vue de la réussite à 3 points, soit il était un peu au-dessus l'année précédente de sa moyenne, disons, soit il est un peu en dessous, mais qu'il va y avoir une régression vers la moyenne. Je crois qu'il est passé de 42 à 38%, et 38% ça reste bien, mais comme il était très haut, ça fait forcément beaucoup baisser un tir qui est très dépendant, une stat qui est très dépendant du tir à 3 points, surtout qu'il en prend beaucoup. Mais à mon avis, c'est quand même une des explications. Garland n'a pas fait une bonne saison. Alors on peut parler de la complémentarité avec Mitchell. Moi, elle me frappe pas tant que ça du point de vue... Enfin, le problème de complémentarité me frappe pas tant que ça du point de vue offensif. Ah non, pas du tout, oui. Au contraire, je trouve que ça marche bien. C'est évidemment, la question est défensive, où tu as 2 joueurs assez petits, enfin relativement, hein. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait avec Lillard, McCollum à Portland, en un sens, même si je pense qu'ils sont un peu meilleurs défensivement. En tout cas, Mitchell est un peu meilleur. Il peut l'être quand il veut, quand il est motivé. Ouais. Mais là, pour le coup, tu vois, les stats de Garland, j'aurais tendance à dire, bon, attendons de voir. Attendons de voir l'an prochain, s'il est à nouveau en forme, parce que c'est un joueur qui a montré, il y a pas longtemps quand même, que c'était vraiment un super joueur, un très bon passeur, un très bon shooter, très intéressant. Bon, les limites défensives, elles seront toujours là, mais là, il me semble qu'il faut un peu attendre, d'autant que c'est pas une blessure, c'est pas comme si c'était fait les ligaments croisés ou le tendon d'Achille ou une blessure dont on se dit il y a quelque chose de permanent là, un affaiblissement permanent potentiel. Une fracture de la mâchoire, ça doit pas être agréable, ça doit faire très mal, mais a priori tu t'en remets et une fois que tu as regagné en masse musculaire, tu reviens à l'état initial. Enfin, il me semble. Je dis ça, je suis pas médecin, j'en sais rien, mais ça me paraît logique. Mais effectivement, il y a 2 aspects pour moi. Il y a l'aspect peut-être plus général où moi, personnellement, je suis un peu déçu, pas de sa saison, mais peut-être de son début de carrière pour l'instant, mais peut-être parce que j'avais aussi des très grandes attentes. Et en ce sens, tu vois, quand on le voit exploser un peu à 21 ans, en 2021, là, le passing, le scoring et tout, la polyvalence avec et sans ballon, moi je me dis, on a potentiellement un mec All-NBA de très très solide. Et
le scoring n'a jamais vraiment explosé. Mais en effet, mettons un peu entre parenthèses ce truc-là pour l'instant. Hein, il a que 24 ans en plus, hein, donc ou 24 ou 25, il va aller sur 25. Je crois il va avoir 25 cette année, mais c'est ça. Il vient d'avoir 25, hein, c'est ça, je crois. Il a encore 24. Encore 24, il est du... Oui, c'est ça. Il est janvier 2000. Donc encore 24. Donc très jeune, hein, il peut encore faire cette explosion et ce step-up offensif. Donc ça, c'est très bien, mais effectivement, c'est peut-être pas l'année où il faut se concentrer sur cet aspect de on est un peu déçu du scoring et ça explose pas, ça fait pas un step-up comme on aurait voulu, parce que comme tu dis, il y a cette blessure qui d'ailleurs un peu il se blesse le 16 décembre 2023 à Boston sur une action où moi je me dis c'est un contact avec Porzingis de mémoire, et moi je me dis tiens, il fait un peu de flopping, ça va pas l'air grand chose. Et en fait ça lui complètement dérayé la saison, donc c'était une vraie blessure pour le coup, et là où c'est d'autant plus notable, je pense, c'est que comme tu dis, c'est une blessure à la mâchoire. Et au-delà même du côté perte de poids, manger, etc., je lisais et j'écoutais des mecs qui sont plus calés en biomécanique, notamment. Je sais pas si tu vois qui c'est, notamment le Polar Fall sur Twitter, qui est un docteur sud-coréen très spécialisé en biomécanique, justement, et qui disait... le truc, c'est qu'avec les blessures à la mâchoire, c'est très lié aussi au ce qu'il appelle le grip, en fait. Tu sais, donc avec la main, un peu tout ce qui est muscle de la main. Et donc, forcément, ça va affecter tout ce qui est finition au panier, tout ce qui est jump shot, etc. Ou même le dribble. Et voilà, donc moi, je m'y connais pas. Si vous êtes médecin, dites-nous si on dit des bêtises, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai entendu, pas que lui, mais 2-3 mecs un peu calés en biomécanique expliquer ça. Et en effet, ma stat que j'avais sur lui aussi, c'était 55e. 55e à l'efficacité sur 57, donc t'as compris. 55 sur 57 à l'efficacité sur drive notamment. Ouais. Donc vraiment pas que les tirs au panier, pas tous les tirs au panier plutôt, que les tirs en fin de drive, donc efficacité layup plus lancer franc, la productivité globale, il est 55e sur 57, donc ce qui est autour du 3e, 4e centile, je sais pas exactement, et donc voilà, ça c'est pour les 57, sur les gros drivers, plus de 10 drives par match. Et la comparaison est intéressante parce que l'an dernier, c'est pas du tout ça qu'on a eu. Et le Garland, on le connaît, c'est pas un mec qui est censé être dans cette zone de Fred VanVleet, Rozier, etc. Scoot Anderson cette année, ou Caris LeVert, encore pire. Il n'y a que Caris LeVert et Scoot Anderson qui ont fait pire que lui cette année. Mais Garland, c'est pas censé être ça. Et donc, exemple, l'an passé, il n'était pas à 1,00 points par tir comme cette année, il était à 1,15 points par tir en fin de drive, ce qui, parmi les gros drivers, était plutôt 28e sur 49, donc dans le 50e centile. Donc, en fait, on est vraiment passé d'un mec qui était dans la moyenne, en termes de drive, pas génial, mais dans la moyenne, 28e sur 49, 50e centile, à un mec qui aujourd'hui est tout en bas du classement, quoi. Donc 50e centile mieux que 50% des autres joueurs NBA, 4e centile à peine mieux que 4%. Bref, donc je pense que c'est cette blessure qui a totalement affecté ça. Et tu parlais aussi des chiffres de le PSA, le point per shot attempt, en chiffres bruts, mais on peut aussi le modéliser de manière très simple. Le drive, il est devenu catastrophique, et donc à l'efficacité générale, il est passé d'un mec qui était au-dessus de la moyenne, au scoring individuel par rapport à la moyenne NBA, à aujourd'hui quelqu'un qui est 3% plus bas que la moyenne. Donc voilà, c'est à mon avis un peu difficile de juger sa saison parce qu'en fait c'est à cause de la blessure, et même s'il est revenu, c'est pas le genre de truc, là encore, je me fie sur ce qu'on a pu lire de docteur en biomécanique, mais c'est pas un truc qui se guérit non plus aussi vite que ça. Donc il est revenu, il était encore mauvais, et c'est normal, c'est un peu lié à ça. Mais voilà, je pense que ça explique aussi en partie la mauvaise saison offensive des Cavs, c'est que un de ces deux moteurs principaux a fait une saison très mauvaise parce qu'aussi blessé très tôt dans l'année et que jamais vraiment revenu, quoi. Ouais. En plus, c'est là où moi je trouve qu'il y a un petit problème de construction d'effectifs. Pour le banc, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de meneur remplaçant dans cette équipe. Et donc du coup, quand il est pas là, Garland, il y a besoin que Garland soit bon, quoi. Parce que Mitchell, évidemment, peut prendre les rênes, mais il y a vraiment pas de meneur remplaçant. Ils ont dû faire jouer Craig Porter, qui sortait un peu de nulle part et qui a fait une saison plutôt correcte, mais derrière, il y avait absolument rien. Ils ont tenté Ty Jerome, qui honnêtement n'a pas le niveau pour jouer beaucoup de minutes. On critique pas les gens qui sont nés le 8 juillet sur ce podcast, Rafa. On critique pas Ty Jerome, s'il te plaît. Ok, donc je retire. Mais c'est un peu une bizarrerie, je trouve, de cet effectif de tellement compter sur Garland que quand il n'est pas là, en termes de playmaking, c'est quand même vraiment très compliqué, quoi. Après, moi, tu vois, j'ai l'impression d'être plus haut que toi sur Craig Porter, là. Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Le problème, c'est qu'il a pas trop joué en playoff, je crois, de tête, justement. Non. Et alors que, tu vois, pour le coup, moi, Ty Jerome, du coup, je suis perdu. Craig Porter, cette année, je l'ai trouvé vraiment très bon. Alors,
pas de 3 points, etc., mais un peu un côté meneur vétéran qui sort de Wichita State, un peu très meneur passeur, un peu scientifique du pick and roll, etc. Il a fait de très bons matchs cette année, mais effectivement, il a un peu perdu sa place dans la rotation arrivé en playoff, et en fait, on a resserré ça, on n'a pas eu de meneur backup, on a fait jouer Caris LeVert, en fait, en créateur secondaire. Ce qui, bon, moi, j'ai pas de stats sur LeVert cette année, je sais pas si t'en auras, mais qui est, voilà, on peut le dire simplement, un des pires créateurs de NBA. Enfin, en tout cas, une des pires efficacités qu'on ait jamais vu en termes de points joueur créateur, qui a un peu de passing, c'est vrai, qui a un playmaker de grande taille, donc ça peut aider en défense pas mal. Mais bon, ça a aussi des limitations en termes d'efficacité et de niveau de jeu, quoi. Parce que même le passing, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie. Donc, en playoff, la rotation s'est resserrée, et comme tu dis, ben voilà, c'est peut-être que ce côté, quand t'as ton meneur principal qui se blesse, on n'a pas eu quelqu'un d'autre pour step up en gros. Ouais, exactement. D'ailleurs, enfin, parenthèse, mais c'est un peu le cas aussi pour la rotation à l'intérieur. Où, quand même, moi je trouve que avoir comme deux backups, comme pivot, Tristan Thompson, qui est vraiment sur la fin, et Damian Jones, qui est un des pires joueurs NBA, Oui. là aussi c'est un peu léger, hein. Donc là, du point de vue de la construction fine de l'effectif, c'est-à-dire du banc, il y a quand même des bizarreries, je trouve. Mais bon. Et surtout que tu dis Tristan Thompson sur la fin et Damian Jones, un des pires joueurs NBA. Dans les deux cas, j'ai envie de rajouter depuis combien de temps? Oui. Depuis combien de temps Tristan Thompson est sur la fin, et depuis combien de temps Damian Jones est un des pires joueurs NBA? Ça fait un moment, quoi. Mais non, mais blague à part, c'est aussi une des conséquences d'avoir justement 4 gros joueurs qui ont 4 gros salaires. C'est que tu as très peu de marge de manœuvre en termes salariales pour recruter. Et donc, tu vois, ils ont fait un coup avec Max Strus qui est plutôt pas mal. Peut-être on en parlera, mais voilà, très vite, tu arrives à des limitations de recrutement et de profondeur d'effectif si tu as 4 gros salaires, quoi. C'est un peu le truc. George Niang, je sais que les fans des Cavs ont fini par le détester. Moi, je trouvais que c'était une plutôt bonne option pour du spacing, donc assez limité, mais malheureusement, ça n'a pas abouti autant qu'on aurait voulu. Mais voilà, George Niang, tu vas le chercher parce que c'est aussi un spécialiste. Si tu veux un George Niang qui sait défendre, bon, ça coûte plus cher, quoi. Et t'as pas les moyens de l'avoir, quoi. Donc c'est ça aussi, quoi. Ou si tu veux un Tristan Thompson mais qui shoot, ça coûte plus cher aussi, quoi. C'est mécanique. Donc ouais, t'es un peu obligé de faire des choix que cette construction d'effectifs. Mais bref, donc en effet, saison de Garland, comme dit, catastrophique au drive, alors que d'habitude c'est pas le cas, sans doute lié à la blessure, et donc sans doute que ça a affecté l'attaque des Cavs. Tiens, si tu veux bien, je peux enchaîner avec ma deuxième stat du jour, vu qu'on a parlé de Garland et de l'attaque. Restons un peu dans l'attaque. Moi, c'était 55,7. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.